je fais ce métier depuis 23 ou 24 ans. J'ai eu la chance de vivre de ce métier depuis le jour où j'ai commencé à l'exercer, de faire vivre ma famille quand j'en ai eu une, et de faire ce métier toujours avec beaucoup de plaisir professionnel et personnel. Philippe Noiret, Jacques Janssen. Moi, je fais partie de ce genre de comédien qui n'avait pas un emploi défini au départ. J'avais un physique particulier. Et donc, je crois que si les choses ont l'air de s'accélérer maintenant, c'est simplement parce que mon physique et mon âge rejoignent l'emploi que j'ai toujours eu. La prosodie peut être considérée comme une arme redoutable, parce qu'elle permet d'enchanter l'auditoire et elle contribue aussi à le convaincre. Du point de vue linguistique, la prosodie, c'est l'ensemble des intonations et des rythmes que l'on utilise quand on parle. Et si j'ajoute le point de vue phonétique, il faut tenir compte aussi des variations de hauteur, d'intensité et de durée des sons. Ma parole. Je suis si heureuse. Saison 5. Qu'est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est Comment trouver sa voix? un paysage, un timbre, un intérieur? Avec Hervé Pata. Une musicalité, un rythme? Épisode 5. Une couleur même, voilà. Enrichir sa prosodie. C'est ça. Tu cherches les personnes. Un discours, c'est finalement jouer une partition musicale, dont on est à la fois le compositeur et l'interprète. La musique de Mozart ou celle de Rachmaninoff nous provoque des sensations, des émotions, de la joie ou de la tristesse. Elle fait donc appel à notre conscience et à notre inconscient. De ce point de vue, et pour revenir au domaine de la parole, les effets prosodiques vont jouer un rôle capital dans l'élaboration d'abord, puis à l'énoncé ensuite d'un discours. Parmi ces effets, il y a par exemple le ralenti, que j'ai déjà évoqué dans l'épisode précédent, et qui s'applique le plus souvent à un mot. Il y a également le silence, dont la durée ne doit pas faire moins de 2 secondes pour créer un effet. Le toboggan aussi est un effet intéressant. Je l'ai appelé ainsi parce que la voix part de l'aigu en glissant vers le grave, comme si elle suivait la courbe d'un toboggan. Il y a encore le V, comme la lettre, que j'ai appelé ainsi parce que la voix part de l'aigu, descend vers le grave pour remonter à l'aigu. Et enfin, le V renversé, qui, comme son nom l'indique, est l'inverse de l'effet en V. Mais avant d'appliquer tous ces effets, il faut considérer que le fondement de la prosodie, c'est la fluidité. Et pour illustrer ce point de vue, écoutons la voix de Christine Lagarde. Je crois que c'est un monde dans lequel les compétences priment sur les a priori. Et si les gens sont à la mesure des défis qui leur sont posés sur le plan professionnel, ces principes de fonctionnement sont en train de disparaître. Je crois qu'on parle d'un vieux monde. Le monde de demain, je l'espère, fera fi de ces principes de machisme. On reconnaît bien la voix de Christine Lagarde, qui toutefois paraît plus fluette dans cet extrait de 1999 qu'aujourd'hui. Sa prosodie était déjà fluide et sans ou presque parasite verbal. Elle n'utilise pratiquement pas d'appui consonantique et quand elle dit « ces principes de fonctionnement sont en train de disparaître », elle produit un effet intéressant. C'est l'exemple type de l'effet toboggan. La voix part de l'aigu pour descendre en glissant vers le grave, comme si les sons se muaient en caresses, allant de la base du crâne jusqu'au milieu du dos. Maintenant, comparons avec la voix actuelle de Christine Lagarde. Ce qui m'inquiète parfois avec le risque des poussées populistes, c'est la remise en cause de l'Europe, de l'euro, auquel tous nos concitoyens sont extrêmement attachés, au bénéfice d'une souveraineté strictement nationale. Et je pense que la meilleure façon de soutenir une souveraineté nationale dans notre région du monde, c'est de le faire au sein de l'Europe. Donc, je dis à tous les populistes qui réfléchissent à ces questions-là, réfléchissez bien à la dimension européenne et à ce qu'elle nous apporte pour défendre notre souveraineté. Cette interview, diffusée sur France 2 le 16 janvier 2024, dans l'émission L'événement, est assez significative de l'évolution de la voix de Christine Lagarde, qui a gagné en rondeur, mais aussi en assurance. Ses phrases sont bien détachées les unes des autres pour donner de l'importance et une certaine gravité à son propos. Et puis, si on peut noter quelques appuis consonantiques, ils ne sont pas, je dirais, martelés. Donc ils ne sont pas perçus comme de l'agressivité, mais ils soutiennent plutôt l'urgence, la mise en garde qu'elle veut adresser dans son argumentaire.
Christine Lagarde montre de l'assertion sans agresser notre conscience. Écoutons un autre exemple de force de conviction, mais dans un style assez différent, avec des appuis consonantiques plus marqués. Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. L'intervention de Dominique de Villepin à l'ONU en 2003 est un moment important, car il va marquer le refus de la France d'intervenir dans la guerre en Irak. Dominique de Villepin est alors ministre des Affaires étrangères et il doit exprimer les raisons du veto de la France. Sa voix est assurée, sa prosodie est composée de phrases assez courtes et ses mélodies vont souvent de l'aigu vers le grave, ce qui est l'empreinte d'une affirmation nette, comme lorsqu'il dit « L'usage de la force ne se justifie pas ». Il marque d'ailleurs le dernier mot pour imposer son point de vue à l'auditoire. C'est une différence avec Christine Lagarde, dont la prosodie est moins martiale, mais tout aussi efficace. Dominique de Villepin veut donc donner un côté solennel à son discours. Il utilise aussi des appuis consonantiques, non pas pour marquer de l'agressivité, mais plutôt de l'autorité. Il ne crie pas. C'est une façon, en la circonstance, d'engager un rapport de force, de signifier clairement la volonté de la France. Cependant, et dépendamment des circonstances bien entendu, je reste convaincu que la base de la prosodie est la fluidité. Sans doute, l'écriture fait partie d'un échange social. Quand on écrit, on publie des livres, ça fait partie d'un marché de l'édition, ça relève d'une certaine économie. Mais dans l'écriture, il y a toujours quelque chose en plus qui excède cette rentabilité et qui est le pour rien. Et qui a, je pense, défini très exactement ce que j'appelais au début la jouissance d'écriture. C'est une jouissance pour rien, c'est donc une perversion. Vous venez d'entendre le célèbre linguiste et sémiologue Roland Barthes, interviewé en 1975, et dont la prosodie est un modèle de fluidité. Sa voix rauque et grave de fumeur invétéré a façonné son timbre. Mais à l'écouter, on peut imaginer son caractère qui semble empreint d'une certaine nonchalance qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec son érudition notoire. On peut dire que l'expression de Roland Barthes est un bon exemple de congruence entre le fond et la forme. Sa prononciation est quasi impeccable. Son débit se situe dans une moyenne acceptable, proche de 5 syllabes par seconde, et sa prosodie fait apparaître des courbes mélodiques qui ne dénaturent pas le sens de son propos. Les courbes mélodiques, et je viens d'en faire une, produisent au cerveau un peu la sensation physique qu'un enfant peut ressentir lorsque la voiture de ses parents passe sur un dos d'âne. Pour améliorer votre fluidité, habituez-vous à lire en liant le plus possible les mots les uns aux autres, sans appuyer les consonnes et sans vous préoccuper de l'interprétation. Par exemple, dans ce poème de Victor Hugo, au lieu de dire « c'est le moment crépusculaire, j'admire, assis sous un portail, le reste de jour dont s'éclaire la dernière heure du travail ». Dites plutôt « c'est le moment crépusculaire, j'admire, assis sous un portail, le reste de jour dont s'éclaire la dernière heure du travail ». Les textes classiques ou la poésie se prêteront bien à cet exercice. À présent, je vous propose de jouer à reconnaître des effets prosodiques. Je vais énoncer 3 versions d'une même phrase, dont l'une comporte les 3 effets suivants: le silence, le ralenti et le toboggan. Voici la première version. Le premier effort à faire dans l'expression doit tendre au naturel. À présent, la deuxième version. Le premier effort à faire dans l'expression doit tendre au naturel. À présent, la troisième version. Le premier effort à faire dans l'expression doit tendre au naturel. Alors, à votre avis, où sont placés les effets
Et quelle est la phrase dont la prosodie est la plus intéressante? Le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss disait que la musique, c'est le langage, moins le sens. C'est aussi mon avis. Et je pourrais dire de la même façon, la parole, c'est de la musique plus le sens. Une oratrice, un orateur qui vous chatouille les oreilles avec sa voix et dont la prosodie vous amène à comprendre, à réfléchir, à réagir, eh bien celle-là ou celui-là aura réussi le pari d'intéresser, de captiver, d'émouvoir son auditoire. Et pour arriver à ce stade, vous l'avez compris en écoutant les différents épisodes, il faut travailler et associer plusieurs disciplines. Pour prendre la parole en public, il est déjà essentiel de savoir placer votre voix, de connaître sa tessiture. Vous avez discerné ensuite que si la voix a besoin du souffle, le débit a besoin de la prononciation et la prosodie a besoin de tous ces éléments que je viens de citer. Voix, souffle, débit, prononciation, prosodie, toutes ces composantes agencées en fonction du sens seront utiles pour trouver votre voix et avoir du plaisir à prendre la parole. Je vous invite à retenir ceci. La voix sert l'ambition de qui a l'ambition de s'en servir. Et je vous quitte maintenant en citant cet aphorisme d'Honoré de Balzac, que vous pouvez d'ailleurs utiliser comme un exercice où vous vous amuserez à modifier la prosodie et ainsi donner au sens des variations différentes. Le regard, la voix, la respiration, la démarche sont identiques. Mais comme il n'a pas été donné à l'homme de pouvoir veiller à la fois sur ces 4 expressions simultanées de sa pensée, cherchez celle qui dit vrai. Vous connaîtrez l'homme tout entier. C'était Ma parole, saison 5. Comment trouver sa voix, avec Hervé Pata. Une collection proposée par Camille Renard. Chargée de programme, Élodie Piel. Recherche musicale, Antoine Vuillauze. Documentation INA, Delphine Desbiens. Prise de son, Manuel Couturier. Mixage, Cédric Châtelu. Réalisation, Félix Levaché. Un podcast à écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.